Voilà, je vous propose d'y aller si vous voulez bien. Nous allons passer au point 14. La parole est au bourgmestre pour les taxes sur les constructions, reconstructions, etc. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de passer en revue les taxes qui sont inscrites à l'ordre du jour, ceux qui restent en tout cas. La taxe sur les constructions, c'est la construction évidemment pour les propriétaires privés, ceux qui rénovent, construisent. Il n'y a pas de changement. Donc il n'y a pas, comme on le disait, de charge. Alors, premièrement, il soulignait, non. Je ne sais pas à quel endroit, mais en tout cas. Dans l'article premier, le premier mot que souligné. Donc, j'allais féliciter les services d'avoir souligné. Non, mais ici, il n'y a aucune modification. On maintient intégralement le règlement taxe. Pour vous donner une idée, c'est 1 € le mètre cube. Et quand on compare avec les autres communes, on voit qu'on est encore inférieur à d'autres communes comme à Étopé, qu'on est à 1,30, à Scarbé, qu'on est à 1,18, ou encore à Saint-Gilles, on est à 4 €, donc on est resté. Donc il n'y a pas de charge supplémentaire pour les ménages. Sur les agences de Paris aux courses de chevaux, il y a en fait 2 agences. Nous n'avons pas modifié le règlement taxe. C'est un montant de 62 € par mois, et c'est le même montant dans les autres communes. Nous sommes restés dans une épure budgétaire qui est la même partout. Alors la taxe sur l'occupation du domaine public, c'est les marchés. Comme ça, tout le monde est rassuré. Là non plus, il n'y a pas de changement, c'est un renouvellement. La taxe sur les antennes relais de télécommunications, on a eu l'occasion, il y a quelques semaines, de parler je dirais, des recours qui ont été introduits. Ils sont pendants devant la justice. Nous maintenons la taxe sur les antennes relais pylônes et autres dispositifs. Il n'y a pas de changement non plus. Je vous signe. Juste à titre d'information, on lit régulièrement des articles sur des communes qui gagnent des recours. Je souhaiterais savoir en fait où en est la situation. Est-ce que vous avez une idée de l'évolution, la situation, et est-ce qu'on peut espérer un jour voir cet argent arriver? Donc en fait, l'affaire a été judiciarisée, les recours ont été introduits, ils sont pendants devant la justice et il n'y a toujours pas de décision qui a été prise. Mais probablement que l'année prochaine, il devrait y avoir des évolutions dans le dossier. Je vous remercie. Je vous en prie. La taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication, en fait, c'est les phone shops. Donc, c'est la taxe d'ouverture pour le premier dossier. Le dossier juste après sur les magasins de nuit, c'est aussi la taxe d'ouverture. C'est 2 fois 12 500 €. Voilà, c'est des dossiers que nous traitons très, très rarement. Il arrive que le règlement soit appliqué parce que des demandes arrivent. Mais ici, il n'y a pas de changement au niveau de ce règlement taxe. Madame Gelot. Merci. Et donc, il y a une taxe spéciale sur les phone shops qui fait que toute personne qui voudrait ouvrir un phone shop doit payer 12 500 € pour pouvoir l'ouvrir. C'est parce qu'à un moment, et on l'explique bien, parce que on a craint une prolifération des phone shops, on voit qu'avec les nouvelles technologies, les choses ont très fort évolué puisque la majorité des gens savent téléphoner via Internet et n'ont plus besoin d'aller dans les phone shops. Donc, il n'y a plus de risque de prolifération et au contraire, avoir un petit phone shop dans lequel on peut imprimer quelque chose quand on n'a pas d'imprimante à la maison ou pour quelqu'un qui a un problème d'informatique momentané, aller sur un ordinateur, c'est un service utile à la population. Et donc, honnêtement, autant à l'époque, on trouvait déjà que c'était trop élevé et on n'avait pas approuvé cette taxe, autant maintenant, je trouve qu'elle est vraiment injustifiée parce que l'objet avec lequel on l'avait pris, c'est-à-dire d'éviter la prolifération, il n'y a plus aucun risque de prolifération, il y a plutôt un manque de ce genre de magasin qui permet d'imprimer quelques documents quand on n'a pas une imprimante à la maison, etc., etc. Et donc, je trouve qu'il faudrait réévaluer la pertinence et l'utilité de cette taxe. Je propose qu'une évaluation soit faite. Une évaluation. Est-ce que voilà, je propose qu'une évaluation soit faite. Je partage certains de vos commentaires.
qu'on puisse avoir un rapport pour la fin de l'année prochaine. C'est ça. Et donc, alors on le voterait que pour une année et on reviendrait l'année prochaine parce que Voilà, là, si on le vote, il est parti pour combien d'années en fait? En fait, il est parti sur la législature, je crois que c'est sur... On va regarder au niveau des articles. Si on pouvait le limiter à l'année, alors nous le voterions avec plaisir. Avec plaisir, je ne dirais pas de En tout cas, nous le voterions. Mais Donc, si- il est voté pour 5 ans, mais prenons... on peut peut-être le modifier. Moi, je propose d'avoir une évaluation pour l'année 2019 et qu'on puisse en reparler sur base d'un rapport qui fait toute la lumière sur la situation. Ah bah, alors, on va devoir quand même demander un vote. Mais si vous le limitez à un an, alors on n'a pas besoin de demander un vote. Monsieur Boucher. Je vous remercie. Et donc, juste une attention particulière, c'est sur un point, je ne sais plus quel était l'article, mais il est marqué, donc, pour toute nouvelle activité commerciale, il y a cette demande de 12 500 €. Ce qui me pose, moi, un problème plus important, c'est qu'il est indiqué chaque modification d'exploitant équivaut à une nouvelle activité. Et là, je trouve que c'est assez injuste. C'est-à-dire que vous avez des exploitants qui, à un moment, veulent remettre le commerce et le suivant a l'obligation de payer 12 500 €. Et on met des gens dans une situation assez difficile puisqu'ils ne peuvent pas vendre leur fonds de commerce. Parce que 12 500 € le suivant ne va jamais payer, c'est impossible. Et donc, n'est-il pas envisageable au moins de modifier ce passage-là? Président, c'est pour le phone shop ou pour les deux. Pour les deux. C'est Moi, ce que je propose pour le premier, en tout cas, sur base de ce qui a été échangé avec Mme Jodot, c'est qu'on demande une évaluation, donner une évaluation par rapport aux problèmes qui se posent et qu'on puisse revenir fin de l'année 2019. Ça va, mais Ça vous voit comme ça? une attention particulière Oui, sur cet article. J'ai déjà eu des plaintes et des critiques, mais je pense qu'il faudrait avoir un rapport global pour connaître la situation. Et nous pourrions à ce moment-là nous positionner sur base d'un rapport bien motivé. En attendant, on s'abstient sur ces deux-là. C'est bien noté. Merci. Monsieur le bourgmestre, vous avez encore la parole. Voilà, le dancing, je ne vais pas citer son nom, mais il y en a un, on continue à prélever une taxe. Les taxes sur les cercles privés, là aussi, il n'y a pas de changement. Nous continuons à avoir un règlement en la matière. La taxe sur la propreté est maintenue telle qu'elle, mais je voudrais ici... Ah, Sur les dancing, on peut passer les dancing. donc je disais sur les dancing, nous maintenons, nous renouvelons le règlement sur les dancing. Donc, sur les dancing, La taxe sur les dancing, on sait qu'elle va, principalement je dirais, être sur un établissement qui risque de rouvrir, enfin, qui est dans le chaussée de Louvain et qui cause quand même un certain nombre de nuisances par rapport aux riverains. Et donc, je dirais la situation, soit l'établissement est capable de faire respecter un minimum la paix et les riverains, du coup, vivent convenablement, soit cet établissement n'est pas capable de faire respecter un minimum la paix et du coup, on est obligé de mettre de la police régulièrement parce que les habitants habitent. Et du coup, 450 € par mois, ben, c'est pas beaucoup parce que, de fait, on doit envoyer la police tout le temps parce qu'il ne met pas suffisamment de garde. Soit il met suffisamment je dirais, de sorteurs, etc., dans la nuit pour faire régner le calme. Et alors, il n'y a pas de problème. Donc, nous, ce que nous souhaiterions, c'est que là, si on vote ce règlement, c'est un règlement pour 3 ans. Et donc, on souhaiterait que ce soit uniquement un règlement, donc c'est à l'article 1, pour une durée de 2 ans. Comme ça, quand l'établissement a été relancé, on peut un peu évaluer la situation et voir si le niveau de la taxe de 450 € par mois est suffisant ou si cet établissement nous cause énormément de nuisances et nous demande énormément d'efforts, y compris d'efforts financiers, et que nous devons réévaluer la situation. Donc, on proposerait que ce soit que pour une durée de 2 ans. Donc, actuellement, il n'y a rien. Le projet de rénovation de l'établissement est en cours et à mon avis, avant de voir le jour, il faudra bien attendre 1 an, voire 2 ans. Donc 3 ans, me semble-t-il, ce serait
le bon dénominateur pour leur laisser au moins une année de fonctionnement, moi je dirais de garder les 3 ans. Parce que c'est la proposition de maintien pour 3 ans ici. 3 ans, donc moi je dirais que les 3 ans me semblent raisonnables, puisque les travaux se poursuivent et ils ne vont pas ouvrir avant une grosse année, voire 2 ans. Les travaux se poursuivent. Si c'est un an de fonctionnement, ce serait pile poil 2 ans, ce serait l'idéal, quoi. Parce que si, ça m'étonnerait que pour faire un établissement comme ça, il faille 2 ans de travaux, alors qu'ils sont déjà dans les travaux depuis 9 Mais mois. on pourrait revenir, mais je pense que... Si on le vote pour 3 ans, on ne peut pas revenir. Non, on peut revenir, parce qu'on peut voter, vous savez, un règlement, c'est pas quelque chose d'immuable. Hein. Le Conseil est tout à fait autonome pour prendre les décisions. Mais je dirais par rapport à la présence de l'établissement, évidemment qu'il faut l'accompagnement. Lors des événements qui étaient organisés dans cet établissement, la commune, le bourgmestre que je suis, j'ai contraint l'établissement à prendre des mesures d'accompagnement par rapport à leur public. Ils ont dû engager des stewards, ils ont dû faire des frais pour nettoyer. Donc, ce n'est pas vrai que tout repose sur les pouvoirs publics quand il y a des événements. Nous obligeons aussi parfois les intervenants privés à prendre des mesures. Et ces mesures sont respectées puisqu'il y a une convention qui est signée avec l'intervenant et le bourgmestre et la police. Et on est contraint à prendre des mesures. Donc, tout n'est pas taxe, mais même si j'admets qu'à un moment donné, on peut aussi, je dirais, utiliser la taxe comme aussi un élément dissuasif. Et surtout, je pense, monsieur le bourgmestre, c'est que si vous leur dites, écoutez, dorénavant, tous les ans, on va revoir cette taxe, si ça ne se passe pas bien, on sera moins clément, je pense que vous aurez un argument de négociation en plus dans le cadre du permis d'environnement pour qu'ils respectent le permis d'environnement que vous faites. Tandis que si on leur fait un peu un chèque en blanc, vous aurez un argument en moins. Parfait. Alors, je vais proposer d'accéder à votre demande. Je propose, Monsieur le Président, de limiter à 2 ans le règlement et nous évaluerons au bout des 2 ans. Merci, monsieur le bourgmestre. Il faudra, monsieur le secrétaire, à tous les endroits 2 au lieu de 3. Sur le point d'accès, Sur la taxe sur les services. sur les services publics, nous y arrivons maintenant. Monsieur Rouquex, moi, je vous laisse pour les amender. Allez-y, monsieur. Donc, j'ai constaté que cette taxe n'a plus été enrôlée depuis de nombreuses années. J'imagine que ça signifie qu'il n'y a plus de cercle privé. Et alors, ma question, est-ce qu'il faut encore maintenir cette taxe? Quelle est la logique pour encore maintenir cette taxe s'il n'y a plus de cercle privé? Voilà, il y en a un qui existe encore et qui fait l'objet d'un enrôlement très récemment. Donc, voilà. Ça se poursuit. Et puis, cette taxe doit continuer à exister parce qu'un cercle privé est permis dans la loi. Et si demain un nouveau cercle privé arrive, il faut bien avoir un outil. Pourrais-je savoir par écrit de quel club, quel cercle privé il s'agit exactement? Oui, je le dirais en huis clos. En huis clos, c'est à peu près où? si je peux, Monsieur le Président, répondre, donc on pourra apporter une réponse plus précise à huis clos. Je peux simplement dire que c'est un lieu particulier. Ah, seuls les initiés, ça. Tous les lieux sont particuliers. Mais là, c'est particulièrement particulier. Je disais tout à l'heure, mesdames, messieurs les conseillers, que la taxe sur la propreté que nous vous demandons aujourd'hui d'approuver fera l'objet d'une réforme au cours de l'année 2019. Les services y travaillent ardemment, mais nous voulions déjà poursuivre sur base de cette taxe. Pour la rendre plus efficiente, des améliorations vont y être apportées au cours de l'année 2019. Eh bien, donc, vous savez que pour nous, c'est un des gros problèmes dans la commune, c'est le fait qu'on continue à avoir énormément de dépôts clandestins. Et quand on avait posé des questions par le passé, on s'était rendu compte qu'il y avait eu moins de 10 taxes pour les encombrants qui avaient été mis en 2016 et 2 en 2017. Donc, on avait vraiment des chiffres particulièrement bas. Je pense que le fait que ces chiffres soient particulièrement bas, c'est aussi dû au fait que ces taxes sont très importantes. Puisque si quelqu'un met une toilette devant chez lui, eh bien, c'est 250 € de taxes. Si les récidives, c'est 450 € de taxes. Et donc, je pense que la commune hésite à mettre ces taxes parce qu'elles sont très importantes. Même chose, quelqu'un met un sac de déchets de construction, c'est 450 €
de taxes. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est pour ça une des raisons pour lesquelles le travail n'est pas fait et les taxes ne sont pas mises, ce qui énerve les habitants vu que le tonnage récolté sur les trottoirs est de plus en plus élevé chaque année. Et donc, on vous propose un amendement pour diminuer ces taxes, et on espère que suite à cette diminution de taxes, on va pouvoir, par contre, les appliquer. Parce que le problème, alors, donc, est permettre une application plus fréquente. Je comprends que quand on doit demander 250 €, on hésite. Et donc, par exemple, par mètre cube de sac encombrant, etc., on propose 75 €. Et donc, voilà. Donc, nous proposons de remplacer l'amende de 50 € de la première ligne par 25 €. L'amende de 75 € par 50 €, l'amende de 125 € par 75 €. À la ligne suivante, les 150 par 50, les 250 par 75, les 450 par 250. Pour les mètres cubes de déchets de construction, le 325 par 100, le 450 par 150, le 650 par 350. Par rapport aux surfaces salies, on propose de faire une différence entre un autocollant et un tag, parce qu'on considère que avoir une amende plus élevée, et là on maintiendrait les chiffres pour les graffitis et les tags, mais par contre pour un autocollant, recevoir une amende de 375 €, c'est peut-être un peu exagéré. Et donc là, pour les autocollants et les affiches, on propose de la baisser à 50, 75 et 250. Et pour toute autre salissure par une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, cracherait par terre, un chien qui se laisserait aller et dont on ne ramasserait pas, eh bien là, on propose de passer à 25, 50 et 75. Donc, l'objectif n'est bien sûr pas de donner le signal que tout le monde peut salir gaiement. L'objectif est de dire, dorénavant, à Saint-Josse, il y a des taxes. Ces taxes sont à un niveau réaliste et ces taxes seront appliquées. Et donc, voilà, je vous propose cet amendement. La parole au bourgmestre. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que quand nous avons fait le travail avec l'administration, nous l'avions fait en faisant une analyse comparative, un benchmark avec les autres communes, et nous étions en dessous des autres communes. Et donc, à ce stade, nous avons pris l'engagement avec l'administration de venir avec une nouvelle réforme de la taxation, mais nous souhaitons garder les chiffres que nous avons actuellement. Nous allons précieusement prendre note de vos propositions. Nous reviendrons au cours de l'année 2019 avec les modifications, puisqu'actuellement, mon administration travaille sur ce sujet. Je préfère qu'ils fassent leur travail en profondeur et nous reviendrons ici au Conseil avec, je dirais, des modifications. Nous soumettons quand même au vote nos propositions. Merci. Et donc, soumis au vote l'amendement au règlement de taxe en matière de propreté. Madame Gelot. Monsieur Paqueté. Non. Madame Lamely. Non. Monsieur Jabou. Non. Monsieur Oskonakchi. Non. Madame Jabak. Non. Madame Ilunga. Mevrouw Dusklover. Monsieur Ismaïl. Non. Monsieur Medoun. Non. Meneer Roekens. Monsieur Disly. Non. Monsieur Prémal. Non. Monsieur Moussi. Oui. Monsieur Mouradian. Non. Monsieur Akiol. Non. Madame Postou-Canvas. Non. Madame Bazipas. Oui. Monsieur Pégage. Non. Madame Madi. Oui. Monsieur Louarbi. Monsieur Bassamdi. Non. Monsieur Lamberton. Oui. Monsieur Heidegan. Monsieur Mouillir. Oui. Madame Arnott. Monsieur le bourgmestre. Non. Merci. L'amendement est rejeté par 18 votes non contre 8 votes pour.
Nous passons au point 23. Alors, nous votons sur le règlement. Mais on se préfère dire, je prends mon collègue. Monsieur Rouquels, ce que je n'ai pas vu, pardon, Monsieur Rouquels, vous souhaitiez prendre la parole, alors allez-y. Je vous en prie. Rappeler que l'enrôlement, c'est un Problème, chaque année, elle diminue, ce qui est assez étonnant. Et je n'ai pas l'impression que la commune devienne plus propre ou que les citoyens, ou certains citoyens, commettent moins de salissures. Donc, il faut qu'on analyse très bien ce qui se passe et pourquoi l'enrôlement de cette taxe diminue. On est à 9 000 € dans les comptes de 2017, c'est très bas. On avait budgétisé 20 000. En 2016, on avait budgétisé 30 000 et on a envolé 20 000. Je ne m'explique pas pourquoi l'enrôlement est devenu si bas. Donc, j'aimerais avoir des réponses pas ce soir, mais dans le futur proche, pourquoi il y a si peu d'enrôlement de cette taxe propreté. Merci, Monsieur Rouquels. En fait, quand une taxe est enrôlée, l'intéressé a le droit d'introduire un recours. Dans le cadre du recours, il peut demander notamment des explications et parfois il arrive que la preuve n'est pas vraiment établie. Donc, c'est pas toujours simple. Et donc, voilà, il arrive parfois qu'il y ait des enrôlements qui n'ont pas été jusqu'à la perception. Et je veux bien que l'on puisse revenir à un moment donné avec notre chemin de la propreté, mais j'annonce déjà, nous ne sommes pas contents non plus de la perception du travail qui est fait, c'est l'administration qui le dit. Donc, nous allons changer un certain nombre de règles et nous reviendrons sur le sujet, Monsieur le Président. Dernière intervention, Monsieur Oui, mais concernant l'enrôlement, moi je pense qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes ont une impunité, il est évident qu'il est difficile d'aller demander aux citoyens lambda de payer cette taxe. Je vais prendre juste un exemple. Pendant la campagne électorale, j'ai envoyé une plainte à la commune concernant 40 affiches, 20 de vous, Monsieur le bourgmestre, et 20 de Monsieur Acquiol, collées de manière tout à fait illégale sur une façade. J'ai envoyé la plainte à la commune. J'ai demandé quelle suite a été donnée. Aucune suite. J'ai demandé si des courriers vous avaient été envoyés pour signifier que vous étiez dans l'illégalité. Aucune suite. Et donc, c'est ce genre, effectivement, de comportement des hommes et des femmes politiques qui font qu'après, on n'a aucune crédibilité. Aller demander à quelqu'un qui a jeté un mégot de payer 75 € alors que vous avez pollué l'espace public de manière indécente, eh bien, ça devient plus difficile. Donc, je pense effectivement qu'on doit être attentif à ce qu'il y ait des sanctions et attentif que ces sanctions touchent toutes les personnes, qu'elles soient des hommes politiques, des femmes politiques ou de simples citoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boussy. Nous passons maintenant à la votation. Oui, je vous remercie. Point 23, merci. Merci, Monsieur le Président. L'incident est clos. La taxe sur le dépôt des matériaux et de matériel sur la voie publique, il y a le renouvellement et la modification. La taxe sur la distribution des publicités et cartes, ici renouvellement avec modification. Oui. Je vous signe. Le micro chez Monsieur le conseiller, merci. Excusez-moi, j'ai changé de paire de lunettes. Non, on constate tous qu'il y a un vrai souci avec la distribution des catalogues. C'est une vraie pollution et je pense que l'un des systèmes que la commune a mis en place, c'est une taxe pour tout ce qui est catalogue, dépliants et journaux publicitaires. Mais ce qui est encore plus énervant, et c'est une évolution qu'on voit, c'est que de plus en plus, ces catalogues et ces dépliants sont emballés dans des sachets plastiques. Ce qui est vraiment agaçant. Et j'ai eu un retour aussi de Bruxelles Propreté qui constate que dans beaucoup de sacs jaunes, ils retrouvent ces plastiques d'emballage parce que le citoyen les reçoit dans sa boîte aux lettres et les met directement dans le sac jaune qui se trouve à côté. Et donc, notre proposition, ce serait d'envisager donc une surtaxe pour tous les prospectus et catalogues qui sont mis dans des plastiques.
parce que ce plastique a un impact sur notre environnement, sur la santé et également, comme je le disais, pour pousser l'environnement, sur un point de vue économique. Donc voilà. Et donc ce serait une modification d'ajouter donc à l'article 4, voilà, je vais vous donner ça. Donc au point B, on met rajouter, emballé dans un emballage en plastique. Donc on rajoute ces mots-là. Et puis à l'article 6, on prévoit donc une surtaxe pour ces emballages de 0,027 par exemple. Voilà. Mais si mon amendement n'est pas clair, vous pouvez peut-être le réécrire, mais l'esprit c'est de rajouter 0,027 pour essayer de faire que les distributeurs envisagent une autre manière de faire. Ils peuvent l'emballer avec un bandeau en papier ou que sais-je. J'imagine qu'ils ont de l'imagination, mais qu'on mette fin au plastique. Merci. Nous passons alors à la votation. J'imagine votre amendement. Allez-y, Madame Jodot. Oui, à l'amendement. Madame Gelot. Oui. Monsieur Boqueté. Bon. Madame Lee. La majorité du réseau du plastique. Monsieur Jabot. Monsieur Skolakchi. Madame Ilunga. Madame Jabak. Madame Ilunga. Monsieur Armstrong. Monsieur Smaï. Non. Monsieur Médou. Non. Et Lucas. Monsieur Disley. Monsieur Frémal. Non. Monsieur Moussi. Oui. Monsieur Mouradian. Non. Monsieur Akion. Non. Madame Oslo Calvas. Madame Mazibas. Oui. Monsieur Bégage. Non. Madame Madi. Oui, pour la maison. Monsieur Louabi. Non. Monsieur Bazambi. Non. Monsieur Lambermont. Oui. Monsieur Heidegan. Oui. Monsieur Mouir. Oui. Monsieur Bourmestre. Non. L'amendement est rejeté. Voix contre 8 pour. Puis-je considérer que pour le point 24, vous vous abstenez? Je vous remercie. Nous sommes au 25. Monsieur le bourgmestre. Excusez-moi, juste une question. Vous reviendrez avec le point à quel moment? Non, je n'ai pas dit ça pour ce point-là. Ah, pardon, excusez-moi. La taxe sur le placement de Calico, il n'y a pas de modification, c'est un renouvellement. La taxe sur les enseignes et réclames lumineuses, c'est un renouvellement avec modification. La taxe sur les panneaux d'affichage et les supports de publicité, oui. Alors, Genot, vous avez la parole. On a de petits problèmes avec cette taxe. Donc, pendant des années, cette taxe, si j'ai bien compris, n'a pas été enrôlée. Et donc, certains commerçants, quand ils ont commencé à recevoir des courriers en leur disant qu'ils allaient devoir payer quelque chose pour les enseignes lumineuses, fatalement, n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont été très étonnés. Et donc, logiquement, ils se sont adressés à l'échevin du commerce, M. Scolacci, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que dans ce coup, on doit payer une taxe sur les enseignes lumineuses alors qu'on n'avait jamais dû la payer, ce qui n'était pas normal par le passé. Et monsieur l'échevin Scolacci, jusqu'ici, on ne vous a pas beaucoup embêté, mais donc, je voudrais avoir une réponse très claire de votre part. Est-ce que vous avez dit à des gens qui s'étonnaient de devoir payer la taxe sur les enseignes que c'était une taxe des écolos? Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu sur le terrain. Et si vous avez dit
que c'est une taxe écolo, c'est soit que vous n'avez rien compris à ce qui se passe dans ce conseil, parce que toutes les taxes que l'on paye ici, ce sont des taxes PS, proposées par le PS, soit que vous prenez les commerçants et les citoyens pour des imbéciles et que vous pensez pouvoir leur raconter n'importe quoi et leur raconter que des taxes PS sont des taxes écolo. Alors, les tenaudois, je pense qu'ils savent compter, ils savent qu'avec 5 conseillers écolos ou avec 9 conseillers écolos, on ne fait pas passer une taxe. Parce qu'il faut avoir plus de la moitié des 29 conseillers pour faire passer une taxe. C'est donc le PS qui fait passer ce genre de taxe. Alors, je vous demande de clarifier, qu'est-ce que vous avez dit aux commerçants et quel parti a fait voter la taxe sur les enseignes? Je pense que les tenaudois ont droit à un minimum de vérité ici, comme sur les trottoirs. Madame Gelot, je ne sais pas si les chevins souhaitent intervenir. Je veux juste dire que tout ce que vous dites, je ne prends acte, mais je ne comprends pas, parce que je suis tout le temps avec vous, avec les autres dans les établissements. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que les taxes, c'est pas les écolos qui font taxer les commerçants. Ce que vous avez attendu, ce sont des mauvaises informations. Merci. Et je prends donc bien acte que vous dites que les taxes ne sont pas des taxes écolo. Nous pourrons clairement leur montrer la vidéo, que ce qu'ici ils ont entendu dans votre bouche d'autres propos, ce n'était clairement pas vrai. L'incident est clos, je vous remercie. Je continue. Merci infiniment, Monsieur le Président. La taxe sur les panneaux d'affichage, puis on a la taxe sur les appareils automatiques bancaires et la taxe sur les appareils automatiques bancaires, c'est 2 fois, renouvellement et modification. Et puis nous arrivons au point sur les bains, mais là je m'arrête, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cette course sur les taxes, Monsieur le bourgmestre. Les 3 points suivants concernent les bains de Saint-Josse. Commençons 30, c'est la vérification comptable pour l'exercice 15, suivi du 16 et du 17, avec des questions. Monsieur Boussine. Ce serait pour avoir un éclaircissement sur la raison du retard. Comment ça se fait qu'on reçoit les comptes 2015 aujourd'hui? Surtout que, à mon avis, les comptes des bains sont pas très compliqués. Donc, pourquoi ce retard? Merci, monsieur. Je vais vous répondre. Il y a eu un petit retard, mais voilà, donc on fait 2015, 2016, 2017, nous avons maintenant mis à jour. Et votre représentant était présent, il a vérifié. Donc, mais, donc, pour vous, 3 ans, c'est un petit retard. À partir de quel moment vous estimez que c'est un grand retard? 10 ans, c'est pas sérieux. On souhaiterait vraiment avoir les comptes à heure et à temps. 3 ans, excusez-moi, monsieur Léchevin, c'est un grand retard pour des comptes. Vraiment. Comme ça, la prochaine fois, on sera sur le même ordre d'idée. Merci, monsieur Boussine. L'incident est clos. Nous passons, si vous voulez bien, au 33 pour le contrat de quartier. C'est le bourgmestre qui a la parole. Voilà, merci Monsieur le Bourgmestre pour le contrat de quartier. Monsieur le Président. Alors, ici, il s'agit évidemment de l'ancienne friche où il y avait un canicite et une bulle à verre, des bulles à verre, et le projet ne les a intégrés pas car il s'agit d'un square où les familles peuvent s'arrêter, discuter entre eux et les enfants jouer. Nous avions chaque fois des problèmes avec le pignon du bâtiment qui fait le coin, car il y avait des infiltrations d'eau. Cela étant dû à la démolition sans reconstruction du bâtiment à côté qui est devenu une friche. Un rond-point temporaire a été aménagé car la circulation était dangereuse en raison de la présence de 6 rues qui donnent sur cette place. Dans la deuxième modification de programme, on a transféré le montant dédié aux travaux sur d'autres projets de contrat de quartier, je pense à l'Ido-Crudel et à la Maison des Cultures. Ce montant, on l'a récupéré sur un autre subside régional de Bruxelles Mobilité, le subside itinéraire cycliste routier. Les cyclistes qui arrivent du square Ambiorix seront visibles et disposeront d'aménagements plus visibles. L'avantage pour la commune était qu'on ne perdait pas de subside, mais qu'on en gagne un. On récupère ici 280 000 €. Le surplus pour le marché que vous avez vu, c'est évidemment sur fonds propres. La réévaluation que nous vous soumettons aujourd'hui au Conseil permettra d'attribuer le marché des travaux avant la fin de l'année. On pourrait commencer, M. Roukens, puisque je sais que vous m'avez interpellé à de nombreuses reprises,
pour le mois de février-mars, après le délai de tutelle, et donc on pourrait commencer les travaux à ce moment-là. Merci. Monsieur le Président. Monsieur Moussine, allez-y. Donc, il s'agit bien de la future place Guy-Cutel, si je ne m'abuse. Et je dois vous avouer que vous avez énuméré des chiffres, mais on va les reprendre lentement. Au départ, le montant estimé du marché s'élevait à 293 337. Vous avez eu deux offres, une de 326 912 et une de 516 429. À nouveau, on revient à ce qu'on a dit, toujours une sous-évaluation. Alors, je ne sais pas ce qu'on va encore inventer dans la complexité du marché. J'ai l'impression que tous nos marchés chez nous, à Saint-Josse, sont complexes, puisqu'on n'arrive jamais à fixer un montant qui correspond à la réalité du marché. Donc, voilà. Et alors, on passe de 293 000 à 520 000. Voilà. Hein. Et alors, on rajoute, et c'est ça, 60 000 en plus. Donc, on est à 580 000. Excusez-moi, monsieur le bourgmestre, je pense qu'effectivement, la place Guy-Cutel mérite une grande rénovation. Avez-vous l'intention de mettre une statue immense de monsieur Guy-Cutel au centre? Parce que je ne vois pas comment on peut augmenter un budget de 300 000 € comme ça. Il y a eu au début un marché qui a été évalué. Et donc, je repose la question, qui évalue ces marchés? Comment ça se fait qu'on se plante à chaque fois et pas de 10, 15, 20%? Là, on est quasiment du simple double. Il y a un souci. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un souci sur cette série de marchés? C'est le troisième aujourd'hui. Bien, merci. Souhaitez-vous le... S'il n'y a pas de réponse, je vais faire une Souhaitez réplique. intervenir ou sinon je demande. Pour moi, vous avez fait 3 fois les mêmes remarques. On ne va pas faire 3 fois les mêmes réponses, on va épargner au conseil les mêmes réponses. Mais qui un jour construit quelque chose, c'est qu'entre l'estimation qu'il fait de ce qu'il voudrait faire et la réalité, il y a toujours une marge. Et la marge, vous la tenez comment? Vous engagez des experts que sont des architectes des bureaux d'études qui font l'étude. Et quand ils font l'étude, ils découvrent des choses qui ont un prix. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours un différentiel. Mais évidemment, quand on ne construit pas grand-chose, on ne sait pas. Non, mais monsieur le bourgmestre, je pense que quand vous faites des travaux chez vous, vous ne dépensez pas l'argent comme ça. Quand vous faites des travaux chez vous, vous vérifiez effectivement que le devis correspond à ce qui va être dépensé. Le seul problème, c'est que quand c'est avec de l'argent public, on y est peut-être moins attentif. Et donc, moi, je veux vous dire, quand j'ai fait des travaux chez moi, le devis correspondait aux dépenses que j'ai faites. Et je crois que c'est la majorité des gens le font. Et quand je dépense de l'argent public, eh bien, j'ai la même attention. Peut-être que c'est deux manières de faire et que dans votre manière de faire, vous avez l'impression que l'argent public, on peut passer… Parce que je me pose la question sur cette place. Qu'est-ce qui a fait qu'entre la première fois, la première évaluation, ces experts qui ont estimé les travaux à 326 000 € et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? On n'a pas regardé les fondations de la place et on n'a pas découvert qu'il y avait quelque chose de spécial. Non, c'est toujours un problème d'évaluation. Et le problème qu'on a aujourd'hui, par rapport au collège, c'est qu'il ne se remet pas en question, que plutôt que de se dire, écoutez, on va porter une attention particulière, on va essayer de mieux comprendre pourquoi on doit revenir devant vous à chaque fois avec des dossiers. Et ça retarde le dossier, parce qu'il y a ça également, ça retarde le dossier. Non, vous faites une pette boutade sur qui n'a jamais construit, ne sait pas. Enfin, voilà, c'est presque ridicule. Merci, monsieur Moussi. Monsieur Bourrez, ça va vous répondre. Ce qui est étrange, c'est que celui qui a suivi le dossier dans l'opposition, c'est M. Rouquens, et il s'est abstenu de faire tout commentaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où nous avons fait ces travaux, il y avait une estimation budgétaire. Nous avons fait un travail avec les habitants, avec tous les acteurs publics concernés. Il y a eu des demandes qui sont arrivées sur la table, qui ont été intégrées dans le projet. Tout ça a un coût. Alors c'est facile évidemment de venir à la fin et de regarder juste des chiffres. Mais le projet qui a été concerté ici, a fait l'objet d'un permis d'urbanisme à l'unanimité, avec des demandes qui ont été rencontrées.
Moi-même, je n'étais pas favorable à certaines demandes, mais comme c'était la demande des habitants du quartier et de ceux qui ont participé à la commission, à la COC, nous avons décidé d'aller dans cette direction. Quand on fait la maison des cultures au départ, elle coûte 7-8 millions d'euros. On arrive aujourd'hui à 13 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a eu des réunions avec les habitants, des demandes sont arrivées, on a dû répondre à un nouveau cahier des charges. Quand on demande de faire la toiture verte, mais ça a un coût, tu ne sais pas faire la toiture verte comme ça. Quand on demande qu'il y ait des sièges qui sont de qualité, ça a un coût. À chaque fois, c'est pareil. Mais évidemment, quand on ne participe pas à toutes ces phases de concertation, on vient juste à la fin et qu'on regarde les chiffres, on peut peut-être avoir raison. Mais la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que le projet s'est enrichi au travers de toutes les étapes de la concertation, a fait l'objet d'une désignation d'un bureau d'études. Le bureau d'études est venu avec de nouvelles propositions. Aujourd'hui, nous passons devant ce conseil. Pourquoi? Mais parce que nous voulons l'aménagement de cette place, qui est vraiment en très mauvais état, et aujourd'hui, tout le monde l'attend. Vous pouvez avoir votre avis, mais j'ai encore le droit d'avoir le mien. Excusez-moi, Monsieur le Président. Une toute dernière intervention avant de passer au vote, si vous le souhaitez. Allez-y, Monsieur Moussi. Quand vous commencez à me tutoyer, c'est que vous êtes agacé parce que vous vous sentez mal à l'aise. Donc, moi, je vais continuer à vous voyer. Monsieur le bourgmestre. Pardon? Non. Suivez, Monsieur Moussi. Excusez-moi, je suis interrompu par le chef de groupe de la liste du bourgmestre. Si vous pouvez demander la parole lorsqu'il veut intervenir, ce serait mieux. Et donc, monsieur le bourgmestre, je sais que vous essayez de créer de la confusion dans l'esprit des gens. Alors, on va récapituler. Il y a d'abord concertation. Et puis, quand il y a concertation, on fait le marché. Et dans le marché, on intègre tous ces éléments-là. Vous n'avez pas le marché que vous avez envoyé et qui était évalué à 293 000. Je l'ai vu, j'ai lu le dossier. Il y avait toutes ces attentes des citoyens. Le problème, c'est qu'il était mal évalué. Vous, dans le dossier, j'ai vérifié entre le marché de 293 000 et celui que vous proposez aujourd'hui à près de 600 000 euros. Il n'y a rien qui est rajouté. Qu'est-ce qui a été rajouté? Rien du tout. C'est exactement le même marché. Donc, ne me dites pas que dans le cadre de la concertation, des choses ont été rajoutées. Et je vais plus loin. Sur la question de la maison des cultures, vous avez tellement rajouté des millions que vous dites 13 millions. On n'est plus à 13 millions hein, sur ce marché. On est déjà à 15 millions, monsieur le bourgmestre. C'est dire qu'à force de rajouter des millions et des millions, vous vous y perdez. Donc, je demande un peu plus de rigueur, que ce soit sur tous les projets. Et je pense que si vos dossiers étaient mieux ficelés dès le départ, on ne perdrait pas de temps et on ne reviendrait pas ici. Et c'est la troisième fois qu'on le dit aujourd'hui. C'est la seule chose sur laquelle on est d'accord. Monsieur Moussine, souhaitez-vous le vote? Ah, évidemment. Tiens, alors nous allons y aller, Madame Genot. Monsieur Baqueté. Oui. Madame Lamley. Oui. Monsieur Bravo. Oui. Monsieur Osparakchi. Oui. Madame Tchabak. Oui. Madame Ilunga. Monsieur Grandusko. Monsieur Smaï. Oui. Monsieur Medoun. Oui. Monsieur Lukens. Monsieur Disney. Monsieur Frémal. Oui. Monsieur Moussi. Abstention. Monsieur Mouradian. Monsieur Akiol. Oui. Madame Mostikambas. Madame Bazibas. Abstention. Monsieur Bégage. Oui. Madame Abi. Abstention. Monsieur Louabi. Oui. Monsieur Bassambi. Oui. Monsieur Lambermont. Abstention. Monsieur Heidegan. Monsieur Mouille. Abstention. Monsieur le bourgmestre. Oui. Le point est adopté, 18 oui et 8 abstentions. Merci, Monsieur le secrétaire, pour ce comptage. Nous sommes au 34. Ce sont les informations des décisions relatives aux articles 234, alinéa
3, 236 et 249 de la nouvelle loi communale. Avez-vous des questions sur ces points, Monsieur Rouquet? Arrive chez vous. Ma remarque porte sur l'achat de centaines d'appareils, de téléphones portables plutôt, et ils sont achetés pour remplacer d'anciens. J'ai mal entendu le début de votre intervention. Je réponds. Donc, ma question porte sur le point d'achat de centaines de téléphones portables pour l'administration communale pour remplacer d'anciens téléphones. Et je voudrais savoir ce que la commune fait avec ces anciens téléphones, des anciens ordinateurs. Et je pose cette question parce qu'il y a des associations qui récupèrent ce matériel ou, si c'est possible, les réparer et les mettre à disposition d'un public démuni qui ne sait pas s'offrir des nouveaux téléphones ou des nouveaux ordinateurs. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce qui se passe avec ce matériel DSV qui n'est plus utilisé. Est-ce que vous l'offrez à ces associations, vous les jetez dans la poubelle? Qu'est-ce qui se passe avec ce matériel? Et je voudrais chaleureusement vous demander de contacter ces associations qui récupèrent ces appareils. Merci pour cette remarque et suggestion. La parole est à l'échevin compétent. Monsieur Baqueté. Écoutez, je n'ai pas la réponse, je vais me renseigner et je reviendrai. Merci. Voilà, désolé, le court voyage, il faudra très certainement en avoir un pour notre prochain conseil communal. C'est un micro qui voyage beaucoup. Nous sommes 35, c'est l'adhésion de la commune de Saint-Josse à la centrale d'achat. Concernant les marchés de fourniture de fondants chimiques, c'est d'actualité, à cause évidemment, entre autres, de l'hiver qui est déjà là, en partie. Et cela se fait évidemment en collaboration avec la région. Des questions à ce sujet? Si vous n'en avez pas, je vous remercie. Nous sommes 36. Concernant l'enseignement communal, encore une délégation, la délégation du pouvoir de nomination du personnel enseignant du conseil communal au collège des bourgmestres et échevins. C'est aussi un classique. Des questions à ce sujet? Je vous remercie. Nous sommes 37, un point enseignement. Un projet à l'école, prolongation d'une convention de collaboration pour l'année civile à venir. Des questions à ce sujet? Monsieur Moussy. Oui. Alors, ma question, c'est que la convention est tripartite. Alors, je comprends avec l'ALE, avec la commune, et puis il y a également l'association interculturelle de Saint-Josse, je fais court, hein. Et je souhaiterais savoir pourquoi est-ce que le paiement des chèques ALE se fait par l'intermédiaire de cette association. L'échevin Boqueté va vous donner des éléments de réponse. Mais pour une question de facilité, tout simplement, puisque l'ASBL dispose de liquidités dont la commune ne dispose pas toujours en temps voulu, et donc on passe par la ISSJ, parce que c'est des demandes qui varient dans le temps, on travaille en flux tendu, et donc les procédures communales ne sont pas toujours adaptées pour répondre à ce type de situation, donc on passe par la ISSJ. Je vous remercie pour cette réponse. Nous passons au point suivant, si vous le voulez bien. Nous sommes au musée Charlier avec la convention de partenariat. Toujours sur ce point? Toujours sur ce point, c'est-à-dire sur la convention de collaboration. Une réaction à la réponse de monsieur? Oui. De monsieur Bagueté. Allez-y, madame. Donc, merci. Mais donc, oui, j'entends bien votre réponse par rapport à l'ASBL, mais est-ce que c'est une ASBL communale? Alors, donc, tous les partis y sont représentés si c'est une ASBL communale. Parce que maintenant, la législation est beaucoup plus stricte sur les ASBL communales et donc, il y a des règles pour la représentation de toutes les tendances sur les types de rémunération, etc. Donc, ça a été voté au Parlement bruxellois. Et autre élément, je me demandais, est-ce que donc il y a des heures supplémentaires donc pour la soupe, pour le matin, pour le soir, pour le midi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de travailler
je sais que ça coûterait un peu plus cher, mais à la pérennisation d'une série de ces emplois en véritable emploi et d'essayer de faire muter certains de ces ALE vers des emplois, de véritables emplois, que l'ALE soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire normalement un tremplin vers l'emploi. Une question complémentaire, M. Baquet. Effectivement, comme vous le dites, c'est un dispositif donc, de transition qui permet de ramener vers le marché du travail, vers le marché de l'emploi, des personnes qui sont fortement éloignées, qui ne pourraient pas rentrer immédiatement sur le marché de l'emploi. Donc, il y a une période, une sorte de sas, et c'est majoritairement des femmes seules avec enfants, et qui ont donc toutes les contraintes que peuvent avoir les femmes seules avec enfants. Et donc, ce dispositif-là permet donc de mettre ces personnes au travail, de les former aussi, puisqu'il y a aussi un partenariat avec la mission locale. Depuis le lancement de ce dispositif, il y a près de 200 personnes qui sont passées par ce dispositif. Une centaine nous ont quittés, et sur la centaine, il y en a une septantaine qui ont retrouvé du travail, qui ont retrouvé de l'emploi. Et donc ce dispositif, il fonctionne, ce dispositif, il marche. À ce qu'il permet à toutes ces personnes de se découvrir de nouvelles compétences, de les développer, et ensuite de pouvoir les exploiter soit chez nous, puisqu'on engage aussi chez nous des anciennes ALE, ou soit dans d'autres communes. Vous savez, il y a un boom démographique, et donc un peu partout à Bruxelles, il y a des ALE de Saint-Josse qui travaillent dans le secteur de la petite enfance. Merci pour ce complément de réponse. Nous passons 38. Le musée Charlier, la convention de partenariat est aussi un classique, Brussels Card, pour l'année qui vient. Monsieur Rouquet, allez-y. C'est une question que je pose régulièrement chaque fois qu'on parle du musée Charlier. Il y a une nouvelle échevine de la culture, j'en profite pour la poser à nouveau. Le musée Charlier est un des rares musées à Bruxelles qui est fermé le week-end. Et je pense qu'on pourrait augmenter le nombre de visiteurs de ce musée si on ouvrait ne fût-ce qu'un jour, le samedi, le dimanche, le week-end, ce musée, pour qu'il y ait un public qui ne peut pas se déplacer en semaine, en journée, et puisse venir voir ce magnifique musée qu'on a la chance de voir sur notre commune. Excusez-moi, c'est les chevilles de Mme Jabin. Oui. Ah, monsieur, vous étiez posé la question sur le même sujet? Sur le même point. Oui. Et donc, ma question, donc l'objectif de cette carte, c'est d'augmenter donc la fréquentation du musée, et la fréquentation du musée. Et donc, je voulais savoir quels étaient les objectifs en termes de fréquentation. Une des propositions, c'est d'ouvrir le week-end. Nous avions également proposé en deuxième étape, parce qu'un duo comique qu'on fait depuis quelques années, c'est que si vous ouvriez ouvrir le dimanche et que le dernier dimanche soit gratuit, pour justement amener encore plus de public. Et tout d'un coup, en voyant les horaires du musée, je me suis dit, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde, parce que là, je vois, c'est de midi à 17h du lundi au jeudi, et puis le vendredi de 10h à 13h. Alors, ce n'est pas des plages horaires extraordinaires, et je me dis, le week-end, c'est quand même les moments où il y a le plus de personnes. Donc voilà, première question, est-ce que vous avez les chiffres de fréquentation, et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec ce système de cartes qui existe, je sais, depuis longtemps, mais Eh bien, c'est le président qui est censé vous donner la parole pour la première fois, Mme Lécheville. Donc, je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, concernant les horaires, c'est actuellement à l'étude, donc nous reviendrons vers vous. Par rapport à l'objectif, c'est de pouvoir toucher un public beaucoup plus large, essentiellement les touristes. Et puis, cette carte permet d'assurer une certaine visibilité et on assure toute la promotion. Donc, ce sont les objectifs qui sont poursuivis chaque année. Par rapport à la fréquentation, je reviendrai vers vous. Et donc, vous allez, excusez-moi, si vous permettez. Donc, vous avez l'intention de réétudier. Si j'ai bien compris dans le début de votre intervention,
vous avez l'intention d'étudier la possibilité de changer, de revoir les horaires. C'est à l'étude et vous reviendrez vers nous à quel moment. Parce que les échevins précédents, sans doute moins motivés, nous tenaient à peu près les mêmes propos, mais je sens que dans votre voix, il y a la volonté de changer quelque chose. Donc bien, je vous rappellerai votre promesse dans 3 mois. Voilà. On se donne rendez-vous dans 3 mois sur le même sujet. Voilà, rendez-vous est pris. Je vous remercie. Nous passons au suivant. Een culturele instelling subsidie van 6.500 voor het jaar 2018. En dat is voor uw associatie toernooi. Een aanvraag voor de scheppen mevrouw Slover, of niet? Ok, merci beaucoup. Nous passons maintenant aux 2 points qui étaient prévus en urgence. C'est ok sur ces points-là, je vous remercie. Je peux considérer que les 2 points en urgence sont ok? Oui, merci beaucoup. Nous passons à Oui. Oui. Oui, non, je souhaiterais sur la question en Afrique poser une question d'opportunité. Je peux considérer que le premier est OK. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Moussil, vous avez le micro pour votre question. Donc, concernant l'école Henri Frick, on sait qu'il y a un projet ambitieux que le groupe École ne soutient pas, qui est cette extension de 1000 mètres carrés qui coûtera 4,5 millions, mais sachant qu'avec les projections qui sont faites par la commune, on flirtera certainement avec les 8 millions. Donc voilà, on attend avec impatience le retour de ce dossier. La question était, n'aurait-il pas été plus opportun, puisqu'il s'agit quand même de travaux assez importants, puisqu'on devra, lorsqu'on voudra faire l'extension au 4e niveau de l'école, mettre des pieux, stabiliser la base de l'école. Pour avoir lu le dossier, j'ai l'impression que ce seront des travaux de grande ampleur. Comme votre collègue le rappelait, on est dans la vallée du Malbec, donc à un lieu assez instable. Voilà, je me dis que ce sera des gros travaux. Pourquoi n'avez-vous pas envisagé de faire l'ensemble des travaux en même temps? Merci, monsieur Moussil. Les chemins vont vous répondre s'il y a des éléments de réponse. C'est juste une question de délai. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches que je vous ai données. Les photos ont été prises en 2014. En 2014. 4 ans. Ça a pris 4 ans. Vous imaginez demander aux enfants, aux enseignants, d'attendre encore 4 ans? C'est difficile. Mais on ne les a pas vues en fait. Elles sont pas arrivées jusqu'ici. Le président les a gardées. Le président garde les photos. Merci, monsieur Deschevin, pour cette réponse. Nous commençons les interpellations, si vous le voulez bien. Nous sommes au point 40, donc une interpellation de monsieur Roukens. Monsieur Roukens, à vous la parole. Donc, j'avais interpellé déjà au mois de mai ce sujet. Donc, il s'agit de la qualité de l'air aux alentours des écoles. Et donc, il y avait eu un rapport de Greenpeace qui avait été publié, qui était assez alarmiste sur la qualité de l'air. Beaucoup de parents et de directions d'école se sont mobilisés et ont réclamé une meilleure qualité de l'air autour de leurs écoles, dont les parents de Sint-Joost-aan-Zee. Et vous avez donné suite, monsieur le bourgmestre, et c'est tout à votre honneur, vous avez écouté et vous avez réagi à leur demande en coupant la rue de la limite devant l'école entre 8h et 9h à la circulation pour permettre que les enfants entrent à l'école sans devoir respirer ces gaz d'échappement. Et à l'époque, vous m'aviez dit que vous alliez évaluer le projet en décembre. On est en décembre.
et éventuellement étendre le projet à 2 autres écoles, l'école francophone communale Arc-en-Ciel et Joseph Berkeley. Il y a aussi un projet pour comment dire, structuraliser, non, c'est pas ça en français, pour pérenniser plutôt le projet Rue La Limite, en aussi coupant la circulation à la sortie de l'école, entre 3h et 4h. Donc voilà, ma question c'est comment est-ce que le projet est évalué? Est-ce que vous avez des résultats sur la qualité de l'air? Est-ce qu'il y a un impact positif? Oui ou non? Est-ce que vous allez étendre le projet à ces 2 écoles francophones et éventuellement d'autres écoles communales? Et quid de l'environnement plus large autour des écoles? Parce que bien sûr, c'est bien d'avoir une bulle d'air fraîche autour de l'école, mais dès que les parents font 50 mètres, ils se retrouvent dans la circulation et souvent les abords des écoles ne sont pas très adaptés pour y accéder en vélo ou à pied. Donc voilà, ça ce sont mes questions. Merci, monsieur Roquette. La réponse du bourgmestre. Merci, monsieur Roquette. L'évaluation est positive. L'évaluation de la mise en œuvre de la rue fermée, rue de la Limite, devant l'école néerlandophone, est positive puisqu'il y a eu très peu de plaintes. Il y a en fait un commerçant qui se plaint et avec lequel un accompagnement réalisé par les services. 2. La mobilisation des services communaux a été considérable pour mettre en œuvre le projet et c'est devenu une routine. Donc les services se sont maintenant habitués à faire ce travail et de ce point de vue-là, c'est aussi très positif. Sur la qualité de l'air, je n'ai pas d'éléments objectivés, mais force est de constater que quand on ferme la rue, quand il n'y a plus de voitures qui passent dans la rue, l'atmosphère de la rue change. L'atmosphère de la rue change, la convivialité est de mise, la sécurité est totale. La sécurité est totale, c'est une question aussi essentielle, d'ailleurs, sur laquelle vous avez une question d'actualité, je pense, tout à l'heure. 4, lors de notre premier dialogue avec les parents et les acteurs concernés, nous avions évoqué la possibilité de fermeture au moment où il y a le rush. Et dans un premier temps, les parents avaient précisé que c'était surtout le matin. Donc toute la concentration s'était portée sur le matin. Voilà la proposition que nous avions faite de dire on pourrait peut-être alors fermer que de faire des actions symboliques. Vous rappelez que la demande de la plateforme, c'était plus une action symbolique le vendredi 1 fois par mois. Nous avons été, je pense, à ce moment-là assez engagés et ça se passe bien. Alors aujourd'hui, les services travaillent. Je dirais c'est le sein. Les services travaillent sur l'extension de la rue fermée vers d'autres écoles. En priorité vers 2 autres écoles communales et une école de libre. Alors, on aurait pu déjà prendre cette décision, mais vu la situation de la circulation à Saint-Josse, nous avons préféré la reporter pour début février, juste après Carnaval. L'idée serait d'étendre la rue fermée dans 3 nouvelles écoles. L'école Arc-en-Ciel, l'école Joseph Berkeley et l'école Fille de la Sagesse, qui est située rue Josaphat. Donc, les services travaillent actuellement. Ils prennent les contacts et font le démarchage pour présenter le projet, le bienfait fondé du projet. Et beaucoup, je dirais, apprécient. Et puis, nous avons aussi poursuivi le dialogue avec la plateforme, les parents, l'école, des contacts non plus avec les chevines Lydia de Slove, où eux sont venus avec l'idée de pourquoi pas fermer une petite demi-heure l'après-midi. Donc, ça aussi, c'est à l'étude. Donc, l'idée est d'étendre à d'autres écoles, mais l'idée est d'étendre pour l'après-midi. Donc cette idée-là est actuellement à l'étude. Je pense qu'il faut raisonnablement s'attendre à une décision du collège pour la fin janvier, mais je voudrais terminer par là. Quoi que nous fassions, nous souhaitons le faire dans le cadre d'une concertation avec les habitants, avec les parents, avec les enseignants, avec l'école, avec l'administration. Et donc, nous allons revoir les parents pour évidemment ajuster, je dirais, nos mesures et surtout faire ensemble un plan de communication. Parce que je pense que ce qui avait bien marché au mois de juin, c'est que tout ce que nous l'avons fait
dans le cadre d'une concertation effective avec les parents et avec l'école. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, je pense, avec quelque chose de très, très positif à la clé. Voilà les éléments de réponse que j'avais, monsieur Auquel. Je vous remercie. Au sujet des chiffres sur la qualité de l'air, je crois que les parents, un bon nombre de parents font des mesures avec des appareils électroniques pour l'instant, depuis quelques mois. Donc on pourrait objectiver la qualité de l'air et ça pourrait servir pour la communication dont vous avez parlé. Donc, je crois que ce serait intéressant de vous mettre en contact avec l'association de parents à ce sujet. Et je suis très content que vous avez aussi décidé d'impliquer l'école de la sagesse, parce que je crois que l'environnement actuel qui pose le plus de problèmes, l'environnement scolaire, peut-être c'est la sagesse, qui est pris en sandwich entre deux rues où il y a énormément de trafic. Il y a aussi un bus qui passe, donc ça pourrait poser un problème, on va en discuter plus tard. Donc je crois que c'est une très bonne idée. Je reviendrai sur l'école de la sagesse dans ma question d'actualité. Merci, M. Roquette. Nous passons à l'interpellation de M. Begage. Le micro va voyager. Il arrive vers vous, M. Begage. Merci, M. le Président. C'est votre première interpellation. Je vous félicite. En effet. J'ai une interpellation relative au projet Murieux pour les sécurités. Donc, Monsieur Léchevin, je voudrais tout d'abord saluer au sein de ce conseil l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles visant à mieux faire connaître aux jeunes générations le texte fondateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous avons fêté le 70e anniversaire le 10 décembre dernier. Je me réjouis d'autant plus en apprenant que le lycée Guy Cudel, qui est quand même annexé à une ancienne école primaire, a répondu à l'appel à projet en développant à son tour le projet Murieux, qui, pour rappel, consiste à exposer sur le mur de l'école les portraits des défenseurs des droits humains ainsi que les articles pour lesquels ils sont battus. Alors, ayant moi-même participé dans le cadre de mes études universitaires à un projet qui a gagné le concours organisé à l'occasion justement du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'estime tout de même qu'il est essentiel de permettre d'une part à tout un chacun de prendre connaissance de ses droits et d'autre part de prendre conscience de l'importance de les protéger. C'est pourquoi dans ce contexte, M. Léchevin, ne pourrions-nous pas, premièrement, élargir le projet Murmure à toutes les écoles présentes sur le territoire de la commune, penser à inviter des organisations actives dans la défense des droits humains au sein de nos écoles afin de promouvoir ces droits, mais également permettre aux élèves de prendre part à d'autres concours ou projets relatifs à la protection des droits fondamentaux. Et enfin, pourquoi pas envisager d'introduire une partie droits fondamentaux dans le programme du cours d'histoire, visant à informer les élèves de l'existence d'autres instruments protecteurs des droits de l'homme, ainsi que tous les mécanismes de contrôle et de garantie de ces droits. En effet, l'idée ici est que les élèves puissent prendre connaissance et faire la différence entre les différents instruments, puisque certains ont une portée juridique et d'autres pas. Et pour ce faire, je m'engage en tant qu'étudiant en droit à rédiger un mémoire à l'attention des professeurs avec toutes les informations nécessaires. Merci, M. Begage, pour votre interpellation, suggestion. La parole est à l'échevin de l'enseignement, M. Boisquetet. Je vous remercie, M. Begage, pour votre interpellation. Tout d'abord, félicitations pour votre proclamation, puisque vous êtes maintenant diplômé en droit. Voilà, c'est important de le dire, puisque vous avez fait votre parcours scolaire à Saint-Josse, à l'école Henri Frick, une école fondamentale de Saint-Josse. Voilà, c'est parfois bien de rappeler qu'il y a de bonnes choses qui se passent aussi dans nos écoles. Alors, cet appel, il a été lancé en 2007 par l'Association belge pour les Nations Unies. On voulait sensibiliser l'opinion publique belge à la déclaration des droits de l'homme, visait essentiellement les élèves de 10 à 30 ans, les écoles primaires, et visait les écoles secondaires et les écoles supérieures. Il y avait 71 écoles primaires impliquées dans le projet, 83 dans le secondaire et 79 dans le supérieur. L'objectif était évidemment de faire parler les enfants et les élèves des droits de l'homme autour de différents supports, des vidéos, de l'écriture, des textes. Alors, à Saint-Josse, il y a plusieurs écoles qui ont participé à cet événement. Il y a le lycée Guy Cudel, vous avez parlé avec le projet Murieux,
mais aussi l'école José Desclés qui a aussi remporté un prix dans le cadre de ce projet. Donc, il y a vraiment eu une mobilisation dans nos écoles. Alors, au niveau du lycée Guy-Cutel, c'est un projet Murmure. C'est le projet Murmure qui est porté par une professeure de français, Mme Catherine Buisseret. Elle a commencé modestement avec quelques classes et puis elle a réussi à entraîner autour d'elle d'autres classes et quasi le 3/4 de l'école s'est mobilisé dans ce projet qui a commencé fin 2017 et qui se poursuit. Alors, il y a eu des écritures de textes, la création de jeux, il y a eu des débats avec des acteurs de terrain, des associations, comme vous dites, qui sont venus et qui ont parlé de ces droits et la projection de films. Il y a eu la réalisation de panneaux explicatifs et puis il y a eu un peu plus concrets, comme par exemple la collecte de vêtements pour les personnes réfugiées et d'autres personnes dans le besoin. Et il y a aussi eu toute une série de sorties. Donc, il y a eu des voyages à Brendok ou à Strasbourg où se trouve le siège de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a eu une belle mobilisation autour de ce projet. Évidemment, c'est un projet, mais qui doit continuer, qui doit évidemment se poursuivre. Et donc, il sera intégré donc, dans les cours au lycée Guy-Cutel, puisque les professeurs qui ont été mobilisés ont décidé chaque année de revenir sur cette question. Il y a aussi une sensibilisation qui est faite au niveau des écoles fondamentales. Il y a une exposition qui se tient dans le lycée Guy-Cutel qui peut être visitée lors des portes ouvertes. Et donc voilà, ce projet, il a vocation évidemment à perdurer. Comme vous le dites, il faut sensibiliser les jeunes. Et je vais citer que quelques chiffres qui ont été, une enquête qui a été réalisée par l'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse. Donc, pour 21% des élèves de primaire et 83% des élèves de secondaire, bien 21%, 83% connaissaient la déclaration des droits de l'homme, mais connaissaient juste le nom. Quant au contenu, il était réellement connu que par 33% et 51% des élèves. Et donc, on voit vraiment que cette déclaration a vraiment une portée et qu'elle mérite d'être connue. Et donc, évidemment, toutes les initiatives comme celles que vous venez de proposer eh bien, sont les bienvenues et je la soumettrai évidemment à l'équipe éducative du lycée Guy-Cutel et si on peut aller de l'avant tous ensemble, eh bien, c'est une bonne chose. Merci, Monsieur Léchevin. Nous restons sur les questions scolaires avec une première interpellation pour elle aussi. Madame, Monsieur Gambas, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc je voudrais tout d'abord féliciter toutes les personnes qui ont été à l'initiative de ce projet, favorisant ainsi une alimentation équilibrée. Ce projet va permettre aux enfants de consommer plus de légumes qui, par leur apport en nutriments essentiels, vont aider à renforcer leur défense immunitaire. Et en cette période hivernale, nos enfants ont bien besoin. Surtout quand on sait qu'il n'est pas toujours évident de faire manger des légumes et ou de faire boire de la soupe aux légumes à nos enfants. Je peux vous dire qu'en tant que, de par mon expérience de maman et d'infirmière travaillant dans les écoles, je constate qu'en collectivité, c'est plus facile. Les enfants acceptent plus facilement de goûter. Par ailleurs, cette initiative va permettre de réduire les coûts scolaires pour beaucoup de familles qui rencontrent des difficultés. Cela montre que la commune continue à mettre tout en place pour alléger les dépenses des familles. J'ai déjà eu quelques échos positifs dans le quartier Nord. Je trouve que c'est très bien d'avoir élargi ce projet à toutes les écoles. Et en ce compris l'école spécialisée Saint-Gabriel. Alors j'aurais quelques questions. Alors c'est vrai que ce projet doit vraiment avoir un coût, mais est-ce qu'il est envisageable dans l'avenir de l'élargir pour toute l'année scolaire,
mais également pour le secondaire. Et je voudrais aussi ajouter par rapport à ça, donc de par aussi mon expérience professionnelle, qu'il arrive parfois en secondaire, on remarque beaucoup plus. En primaire, ben, les profs sont beaucoup plus attentifs, ils sont beaucoup plus présents quand les enfants mangent. Et c'est vrai qu'en secondaire, parfois il arrive qu'ils n'ont pas leur tartine, ils n'ont pas. Et donc, si l'école présente de la soupe gratuite, ben, ça permet à certains de profiter. Donc, voilà. Et alors, une autre question, c'est y a-t-il d'autres initiatives pour promouvoir une alimentation saine dans les écoles? Voilà. Merci beaucoup. La réponse est à l'échevin, à moins que vous souhaitiez vous greffer sur cette interpellation-là. Eh bien, greffez-vous-y, monsieur aussi. J'abonderai dans le même sens. Effectivement, l'idée d'offrir de la soupe gratuite en hiver est une bonne initiative. Le fait de le donner dans les écoles communales est une bonne initiative. Le seul petit regret, monsieur l'échevin, c'est d'avoir privé pendant longtemps des élèves du libre qui avaient également droit. Je viens d'avoir aujourd'hui le courrier donc, qui a été envoyé aux écoles du libre. Donc, il y a un mail qui a été envoyé au fin novembre, alors que l'initiative avait été apprise avant. Je dis simplement, soyez attentifs. Il y a des enfants qui ont des difficultés dans les écoles communales, mais quand vous allez devant l'école La Sagesse, vous verrez le public. Hein. C'est pas un public qui est plus favorisé. Je sais qu'on a cette tendance à penser que dans les écoles catholiques, c'est des publics plus favorisés. C'est pas vraiment le cas à Saint-Josse. Donc, appliquons-nous à respecter le décret des avantages sociaux et alors vous aurez un 10 sur 10 et la majorité de l'opposition vous applaudiront quand vous prendrez ce genre d'initiative. Je vous remercie. Voilà, monsieur Leschmann, vous avez déjà 9 sur 10 de la part de l'opposition. Allez-y pour la réponse. Oui, oui, donc, effectivement, donc, c'est un projet qui concerne aujourd'hui près de 2843 élèves, donc des élèves à la fois des écoles communales de Saint-Josse, les 5 écoles fondamentales francophones et l'école fondamentale néerlandophone, mais aussi 4 établissements du libre, dont un établissement d'enseignement spécialisé, Saint-Raphaël, qui se trouve dans le quartier nord. Alors, la distribution de soupe a débuté dans les écoles communales le 5 novembre et, comme vous dites, M. Moussin, elle n'a commencé dans les écoles du libre que le 10 décembre. Ça fait aujourd'hui donc 10 écoles qui sont concernées par cette distribution de soupe. La distribution se fait donc à 10 heures. La distribution de soupe rencontre un véritable succès auprès des enfants, auprès aussi des équipes éducatives, puisque c'est un véritable apport nutritionnel qui est fait pour toute une série d'enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité, parfois tout simplement, d'avoir un petit déjeuner. Et c'est la question, évidemment, de la promotion de l'alimentation saine dans les écoles, mais j'y reviendrai. Sur la question du coût et de l'élargissement du dispositif, on va d'abord évaluer ici la mesure et son coût entre ce qui est budgété et ce qui est réalisé. Évidemment, il faudra faire la part des choses. La question de l'étendre aux autres moments de l'année pourrait alors s'envisager sous cet angle, mais il faudrait aussi réfléchir à savoir si c'est opportun de distribuer de la soupe en été ou s'il ne faudrait pas réfléchir à autre chose, à un jus de fruits ou un jus de légumes. Donc voilà, il y a une réflexion en tout cas qui est en cours au sein des établissements avec les directions. L'élargissement au secondaire, on y pense, évidemment, on espère le faire. On va voir si on sait encore le faire ici maintenant en janvier, mais voilà, on réfléchit à cette question, parce qu'évidemment, il faudra le faire dans notre établissement secondaire, mais il faudra aussi le faire dans les autres établissements secondaires donc, du libre. Mais voilà, il faudra faire ça avec mesure. Hein.
On n'est pas des cow-boys, on n'est pas des fous furieux. On doit réfléchir à tout ça. Alors, les initiatives pour promouvoir une alimentation saine dans les écoles, elles existent hein, dans les écoles. J'ai longuement discuté avec mes directions. Il y a ce qu'on appelle la collation saine. Hein. Donc, dans certaines écoles, on va même jusqu'à vérifier la boîte à tartines pour voir si on n'y trouve pas des chips, des barres de chocolat ou des boissons gazeuses, hein, puisque c'est encore une réalité. Et puis, c'est une chose qu'on a pu constater avec la distribution de soupe. Les directions m'ont raconté qu'il y a des jours où la soupe part plus vite. Il y a des jours où il manque de la soupe. C'est les jours où on donne de la soupe tomates, carottes. Là, ça marche. Il y a un succès fou. Et puis, quand c'est des légumes, quand c'est du vert, quand c'est des champignons, là, on sent que les élèves ne sont pas... sont pas trop attirés. Donc là, il y a aussi une réflexion à mener. C'est les mêmes réflexions, c'est les mêmes constats que les directions font lors des classes vertes. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui, lors des classes vertes, ont des difficultés avec les légumes. Voilà, c'est toute la question de l'éducation à la santé. On avait longuement discuté de ça sous la précédente législature avec ma collègue Béatrice Moulemans et une conseillère communale, Madame de Nabel. On avait eu de longs débats, de longues réflexions là-dessus aussi. Et donc voilà, ça se poursuit. Il y a des choses qui se font. Elles se font dans les écoles, pas encore de façon structurelle, mais il y a peut-être là un chemin à suivre. Voilà. Merci. Eh bien, merci, Monsieur Léchevin. À nouveau, une interpellation d'un nouveau conseiller. Félicitations à lui, c'est sa première prise de parole. Monsieur Louahabi, vous avez la parole pour votre interpellation. Merci, Monsieur le Président. La commune de Saint-Josse connaît une activité commerciale et économique soutenue. Les commerçants et leurs associations font preuve d'un dynamisme et d'une vitalité de plus en plus accrue. On sait qu'il existe au sein de l'administration communale un département qui coordonne et encourage l'activité des commerces et des classes moyennes. En tant qu'entrepreneur en informatique, je me réjouis de ces dispositions qui ne peuvent que contribuer au bien-être des indépendants. Pourriez-vous par ailleurs me communiquer les missions de ce département ainsi que les bilans de ses actions durant la législature écoulée, et nous indiquer également quelles sont les initiatives prévues pour l'amélioration du cadre de vie et la revitalisation des noyaux commerciaux. Merci, monsieur le conseiller. La parole est au bourgmestre qui va vous répondre. Vous voulez vous greffer là-dessus? Eh bien, greffage accordé. Allez-y. Merci. Greffage réussi. Voilà. Donc, je profite de cette interpellation qui met effectivement la lumière sur un des leviers économiques importants de notre commune, qui sont les petits commerçants. Et depuis longtemps, nous pensons que ces petits commerçants doivent de nouveau avoir une voix au sein de la commune. Pendant de nombreuses années, il y avait l'Atrium de Saint-Josse qui servait de relais et qui était un lieu extrêmement intéressant puisque les responsables de plusieurs associations de commerçants, avec la police et d'autres acteurs, se réunissaient et il y avait un vrai débat sur le développement des noyaux commerciaux et des remarques qui étaient faites auprès de l'échevin des classes moyennes pour essayer de dynamiser ce secteur. Depuis que l'Atrium a été régionalisé, il n'existe plus de lieu de discussion et d'échange. Le groupe écolo, à plusieurs reprises, a formulé la demande qu'un conseil consultatif des commerçants soit mis sur pied. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les conseils consultatifs sont des outils utiles. Malheureusement, dans le passé, on n'a peut-être pas eu l'oreille de la majorité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau collège, il y a un nouveau conseil, et j'espère que cette proposition sera mise à l'ordre du jour et que nous verrons un conseil consultatif des commerçants. Je vous remercie. Merci, monsieur Boussine. La parole est au bourgmestre. Merci, monsieur le président. Monsieur le conseiller Louahabi, tout d'abord, évidemment, je vais répondre à vos nombreuses questions puisqu'il s'agit de primes à la rénovation et à la relance économique.
Mon collègue Kadir Oskonatsi aurait pu évidemment aussi y apporter des réponses, notamment, c'est à son initiative et celle du collège que nous avons doublé le nombre de braderies sur le territoire de la commune, en collaboration parfois avec la commune de Scarbeck, et ces braderies, il faut le dire, connaissent un grand succès. Alors, sur les chiffres pour lesquels vous m'avez interpellé, nous avons mis en place des primes pour l'embellissement des devantures commerciales. Pourquoi? Parce que quand la législature avait démarré, nous nous étions rendus compte que, notamment au travers d'Atrium, que des initiatives avaient été prises, mais n'avaient pas porté ses fruits. C'est pour cette raison-là que la commune avait décidé d'organiser elle-même le service, de ne pas externaliser l'argent ni le service. C'est ainsi que nous avons créé le guichet prime. Le service des classes moyennes travaille avec le guichet prime. Et quand on regarde les chiffres du travail qui a été fait entre le service des classes moyennes et le service des guichets primes, on peut être fier. De 2015 à 2018, c'est 48 primes qui ont été allouées pour un montant de plus de 70 000 euros, dont 48 877 euros financés par la commune et 22 000 euros subsidiés par la région. 34 commerçants ont pu bénéficier de cette prime pour refaire le ravalement de la façade, pour refaire la devanture commerciale. Nous avons également mis en place des primes à la relance de l'activité économique. On est les seuls à le faire. Nous intervenons aujourd'hui en région bruxelloise, sur le territoire de la commune, pour aider les commerçants qui vivent les travaux dans une voirie qui ne se termine pas. Si les travaux durent 2 mois, qu'il s'agisse d'une voirie communale ou régionale, le commerçant, l'indépendant, l'artisan peut avoir une aide de 2 000 euros par an. Et là, cette mesure, comme je le disais, unique en région bruxelloise, a fait ses preuves. Cette fois-ci, ces travaux ont permis d'aider 32 commerçants. 64 000 euros ont d'ores et déjà été versés. Sur un bout d'année, je rappelle que le règlement a été voté en 2018 et qu'il a été mis en œuvre sur le dernier semestre 2018. Donc, c'est réjouissant, c'est la preuve que les commerçants sont aidés par la commune. L'idée nous était venue, évidemment, suite à l'effondrement de la chaussée Louvain. Nous avions eu là-bas une situation qui était devenue difficile, mais aussi par rapport à la situation de la chaussée de Louvain de manière très, très générale. Et puis, très récemment, je le disais aujourd'hui, il y a des règlements taxes qui ont été supprimés sur les terrasses, sur les étals de marchandises, mais également quand un commerçant fait la publicité au travers d'une enseigne lumineuse pour faire connaître son activité. Ces 3 taxes ont été supprimées. Voilà des charges qui peuvent permettre d'alléger les commerces. Grâce évidemment à ces moyens qui ne sont plus demandés aux commerces, ils pourront améliorer encore les investissements dans leur établissement. Et au cours des 6 prochaines années, je vais déjà un peu déflorer les intentions de la déclaration de politique générale. Nous allons poursuivre au niveau de ces 2 primes. Et nous allons prendre d'autres initiatives. Je pense notamment à une autre initiative qui avait été prise dans le cadre du contrat de quartier. C'est la campagne de distribution des Restopac. À l'initiative de notre échevin, 62 établissements ORECA de la commune ont reçu au total pas moins de 15 000 Restopac. Outre qu'ils encouragent les commerçants, les clients de ce secteur à éviter le gaspillage alimentaire, c'est important, ces boîtes contribuent à préserver l'environnement puisqu'ils sont entièrement en compostable. Voilà des initiatives positives qu'il faudra prendre. Sur le conseil consultatif, c'est une proposition qui avait déjà été faite. Moi, je me réjouis surtout de la création d'une association de commerçants qui est soutenue par notre échevin du commerce et par les classes moyennes. Je pense que le dialogue que nous avons actuellement avec les acteurs économiques locaux est un dialogue permanent et constant. Il faut s'en réjouir. Merci, M. Gourmet. Sur ce Oui, point, c'est une clarification. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation. Donc, si je comprends bien, l'idée d'un conseil consultatif des commerçants est rejetée et vous souhaitez simplement travailler avec des petits groupes entre 4 yeux et pas intégrer l'ensemble du conseil communal comme ça se fait dans un conseil consultatif. Je pense que c'est dommage et que ça méritait au moins un débat. Moi, j'aurais souhaité vraiment que vous accueilliez la proposition et que vous la mettiez en débat. Ça aurait été plus intéressant, mais à nouveau, je crois qu'on est parti donc pour 6 ans sans conseil consultatif des commerçants.
Merci, Monsieur Moussine. Nous achevons ainsi les différentes interpellations. Nous passons aux questions orales. Dans l'ordre, Madame Genot, Monsieur Hawkins, Monsieur Balza n'est plus là et nous a quittés, en tout cas la séance. Monsieur Moussine ensuite, Monsieur Muir. Pour terminer, voilà pour les 4 interpellations, si vous voulez bien. Madame Genot, la parole est à vous. Pardon, question d'actualité, excusez-moi. Merci de m'avoir repris. C'est plus court, la question d'actualité. Merci. Eh bien, vous vous en rappellerez quand M. Smet a présenté le nouveau réaménagement de Madou, on avait directement dit, vu qu'il n'y a plus le tourne à gauche, il va falloir réfléchir globalement à la mobilité parce que ça va avoir des conséquences sur toute une série de nos petites rues. Je vous avais déjà interrogé par rapport aux conséquences pour le quartier méridien, enfin tous les gens qui ne passent plus par Madou mais qui passent par ce carrefour-là pour rejoindre la petite ceinture et qui du coup passent dans nos petites rues du côté tibérien et autres. Le trafic, par exemple, le matin, c'est terriblement accru. Maintenant, c'est les habitants de Scalquin qui sont et Scalquin, Place Saint-Just, Vorpiste, qui tirent un peu la sonnette d'alarme en disant que depuis qu'il y a le feu, les fils sont énormes. Alors, on sait qu'il faut toujours un certain temps pour que, je dirais, les choses se régulent. Néanmoins, par exemple, il y avait, je ne sais plus quel matin, je voulais prendre le bus. J'étais servi, j'avais 6 bus devant moi, Place Saint-Just, les uns derrière les autres. Néanmoins, j'ai pensé aux personnes qui, après, pendant 20 minutes ou 25 minutes, n'allaient pas avoir de bus du tout. Donc, très clairement, on a de nouveaux problèmes dus à la nouvelle situation. Il faut attendre un peu que la situation décante, mais je pense que ça rend vraiment encore plus criant le besoin d'avoir un plan de mobilité global pour la commune, vu ces adaptations. Donc, que peut-on répondre à ces habitants qui tirent la sonnette d'alarme en disant « Ouh là là, au fond, qu'est-ce que vous faites ?» Merci Madame la conseillère. Le bourgmestre vous répond. Effectivement, nous recevons également de nombreuses remarques de la part des riverains qui sont très inquiets de la situation et qui essayent de comprendre. Les travaux d'aménagement sont en cours. Actuellement, ils sont menés du côté de la rue Berriot, de l'avenue de l'Astronomie et de la chaussée de Louvain. Donc, il y a des travaux qui sont en cours. Et quand vous faites des travaux, vous obstruez le passage et ça demande des détours. 2, il y a un problème avec le feu qui fait l'objet actuellement d'échanges nombreux entre nos services de terrain et les services de mobilité. Ils essayent de trouver une solution. 3, se faire une opinion sur l'aménagement de l'esplanade Madou, de l'avenue d'Astronomie, de la rue Scalquin, la chaussée de Louvain, ne sera complète qu'après les travaux boulevard Bishopsheim. Parce que les travaux boulevard Bishopsheim vont permettre 2 passages de voitures, 2 lignes voitures et 1 ligne pour le bus. Et quand on aura l'aménagement global, on verra à ce moment-là s'il y a encore de la congestion automobile du côté de la rue Méridien et dans d'autres segments. Donc, il faut prendre patience. Je pense que les aménagements qui aujourd'hui se font jour sont exceptionnels. Il n'y a pas un passant qui ne dise pas que ce qui se passe devant la commune sur l'esplanade Madou est remarquable. Il faudra encore un peu de temps pour que les choses se terminent, mais à la fin, il faudra évidemment faire une évaluation. Je rappelle que le choix du tourner à droite et le choix de ne plus traverser Madou pour atteindre la petite ceinture est un choix des ingénieurs de la région qui nous ont expliqué que si on évite de faire un passage du côté de la petite ceinture, on va y éviter d'avoir ce nœud. Parce qu'avant, c'était quand même pas une situation agréable. On avait un rond-point qui était aussi pas très agréable. Donc, on essaie actuellement de trouver une solution pour le feu et on insiste évidemment pour que les travaux se fassent dans les délais les plus rapides. Et à chaque fois qu'on peut réouvrir la voirie, en attendant de nouveaux travaux, on le fait. Regardez l'avenue de l'Astronomie, il y a eu les travaux d'un pétran. Une fois qu'ils étaient terminés, on a permis le passage, mais parfois, il faut encore occuper tout l'espace public pour faire les travaux. C'est encore, je dirais, il faudra encore prendre son mal à patience avant d'avoir un résultat global. Juste peut-être une courte réaction, ça vaudrait peut-être la peine via le Facebook ou autre de dire aux habitants qu'on est en train de discuter du réglage de ce feu, etc. Et qu'on est conscient des difficultés, qu'on évalue et compagnie. Parce que c'est vrai qu'ils se sentent un peu abandonnés. Merci pour cet échange. Nous passons maintenant à la question d'actualité de M. Hawkins.
La question d'actualité fait suite à un communiqué de presse de la secrétaire d'État Bianca Debats et son collègue Pascal Smet du 13 décembre, où ils annoncent qu'ils ont prévu un budget d'1 million d'euros d'argent régional pour un appel à projet, pour des projets de sécurisation de la voie publique, et plus particulièrement des zones 30. Manifestement, 9 communes ont répondu à cet appel à projet, dont Scarbeck, Bruxelles-Ville, et pas Saint-Just. Et quand on parcourt les projets qui ont été sélectionnés par la région, on voit des communes qui placent des casse-vitesse, qui font des oreilles de trottoir, ou qui sécurisent des environnements scolaires. Alors ma question est, s'il y a eu un appel à projet, pourquoi Saint-Just n'a-t-elle pas réagi? Est-ce qu'il y a encore moyen de réagir à cet appel à projet? Et si oui, est-ce que la commune a des projets en tête pour réaménager des zones 30, sécuriser des zones 30? Et je pense particulièrement à, on en a parlé, l'école de sagesse, qui se situe dans une zone 30. Depuis quelques années, notre mise en demeure, on a dû installer les zones 30 autour des écoles. Mais la voie publique n'est pas vraiment adaptée. Le trottoir est très étroit. Et le matin et en fin d'après-midi, on voit qu'il y a un attroupement de parents qui débordent de temps en temps sur la rue, avec des voitures qui passent à toute vitesse. Ce n'est pas une situation idéale. Et j'en profite parce qu'on a parlé déjà d'étendre le projet de rue scolaire à l'école de la sagesse. Donc, c'est peut-être le moment de réfléchir à un réaménagement de ce bout de la rue traversière pour rendre l'espace autour de l'école de la sagesse plus sécurisé. Je vous remercie. Merci, M. Auquel. S'il vous plaît, ça nous répond. Voilà, merci M. Auquel. Sur la sécurité de nos voiries, on a fait beaucoup au cours de la législature passée, en chiffre 3,5 millions d'euros d'investissement dans les travaux de sécurisation de voiries. Sur les simples deux dernières années, 17-18, c'est 2 millions d'euros. Rappelons-nous du carrefour botanique Saint-François-Verte, 400 000 euros d'investissement. La rue Banque, près de 500 000 euros. Rue des Croissades, 410 000 euros. Je vais citer pêle-mêle, ralentisseur, sécurisation des passages piétons, pose de peuplets, protection de trottoir, élargissement de trottoir, et j'en passe, nouveau garde-corps. Ajoutons à cela 637 000 euros que nous avons installés dans les réparations des oreilles de trottoir, l'élargissement des trottoirs, des plateaux surélevés, je pense à la rue des Deux Tours, à la rue de la Ferme, ou encore très récemment, 112 000 euros ont été consacrés à l'achat de 22 coussins berlinois, 200 peuplets et 2 indicateurs de vitesse qui sont en commande, qui vont arriver. Rappelons également que la région permet la rénovation de l'esplanade Matou avec la piste cyclable, à 2 voies, l'élargissement des trottoirs, qui sécurise aussi, je dirais, pour les piétons, pour les cyclistes, pour les automobilistes, pour le transport public. Alors le fonds bruxellois de sécurité routière, nous allons le faire appel. Nous allons entrer un dossier. Nous avons déjà des contacts avec les cabinets, puisque des dossiers avancent du côté, parce que c'est essentiellement des cabinets venant de France, tant Mme Debats que M. Smet. Nous allons avancer sur des projets évidemment de sécurisation routière, et notamment dans les projets que nous avons déjà lancés. Concernant la zone 30, du côté de la sagesse, comme vous le soulignez, les zones 30 ne suffisent pas. Le succès du projet pilote de rue scolaire Saint-Lô-Saint-Zé montre que ce type d'expérience peut être étendu devant les autres écoles. Dans la réflexion que nous avons eue avec les parents, une des réflexions serait d'éviter que les gardiens de la paix ne transportent tout le temps les barrières devant la rue qui est fermée et de réfléchir à des peuplets amovibles qui pourraient être en début de rue, tout en réfléchissant à l'amélioration des piétons, parce que les piétons restent notre priorité absolue. D'une manière ou d'une autre, on est tous piétons, on est tous contraints, enfin, on a tous la chance de pouvoir passer sur les trottoirs, mais comme vous l'avez dit, les trottoirs sont parfois trop exigus, notamment à la rue du Moulin. Il y a un effort qui va aussi être mené. Donc, nous allons introduire un dossier au Fonds bruxellois de sécurité routière global à la commune. Merci pour cette question, Monsieur Moussine, présent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, je vous avais interpellé il y a quelque temps sur le problème que posait le stationnement des véhicules
rue du Cadran et rue de la Limite. Je pense qu'effectivement, il y a un phénomène de parking sauvage inacceptable. Et je l'avais dit en boutade, je pense même qu'aujourd'hui, pour de nombreux citoyens, se garer sur un trottoir, ça paraît normal. Et lorsque j'avais dit ça, je ne pensais pas, monsieur le bourgmestre, que vous-même, vous pratiquiez le stationnement sauvage sur les trottoirs de notre commune. Puisque lundi passé, sortant de chez Tétique, ayant mangé un bon sandwich, ce qui n'est peut-être pas, voilà, ce qui explique un peu mon embonpoint, j'avance et je vois là un véhicule Audi immatriculé. Alors, au début, je n'étais pas certain, parce que je me suis dit, ça ressemble à la voiture du bourgmestre, mais je ne suis pas certain que c'est la sienne. Et puis, en voyant la plaque 1 FIW 951, est-ce bien votre plaque, monsieur le bourgmestre? Oui. Je me suis dit, c'est bien la voiture du bourgmestre. Et alors, je vais vous envoyer la photo, je l'ai déjà mise sur ma page Facebook. Immédiatement, il y a plein de voitures qui sont venues derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me suis dit, c'est le mauvais exemple du bourgmestre. À partir du moment où le bourgmestre le fait, évidemment, tout le monde a l'impression qu'il y a une nouvelle règle et qu'il est permis de se mettre sur les trottoirs. Et donc, maintenant, blague mise à part, je pense, monsieur le bourgmestre, qu'en agissant ainsi, alors qu'on a tiré la sonnette d'alarme il y a 1 an, en disant les habitants de cette rue ne supportent plus qu'on se gare devant chez eux. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Dans certains cas, ils sont incapables de sortir parce que, comme l'espace est assez réduit et qu'il y a un bus qui passe, les voitures se collent contre les portes. On vous l'avait signalé. Ma question, monsieur le bourgmestre, est est-ce que vous allez prendre des mesures, 1, pour plus vous garer sur les trottoirs, ça je pense que vous allez le faire, et 2, pour faire que ceux qui aujourd'hui vous imitent, puisque vous êtes venus comme, voilà, il y a des imitateurs, pour qu'ils ne le fassent plus. Et donc, qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure concrète? Vous avez décidé que donner des amendes, vous ne le feriez pas. Vous l'avez dit pendant la campagne, et il y a 1 an, quand je vous ai posé la question sur le nombre d'amendes qui avaient été données sur le rue du Cadran en 1 an, c'était, je crois, 4 amendes. Donc, il apparaît que l'amende n'est pas l'outil que vous allez utiliser. Donc, je vous pose la question, quels sont les outils que vous allez utiliser pour permettre à ces gens de pouvoir utiliser leur trottoir comme il se doit, c'est-à-dire sans voiture? Voilà, peut-être que le bourgmestre va acheter son sandwich sur le même endroit que vous, il vous le dira, mais en tout cas, il va intervenir. Pour moi, ce n'est pas tellement un problème d'aller manger là-bas. Pour d'autres, ça doit être un problème. Moi, je n'ai aucun problème pour aller manger là-bas, monsieur Lucien. Donc, parce que vous l'avez dit, vous étiez presque gêné de dire que vous avez été mangé. Vous savez, les hamburgers, voilà, c'est dans les traditions de nos quartiers. On aime bien manger les hamburgers. Je sais que pour certains, c'est insupportable. Mais bon, voilà, nous aimons bien. Je sais que c'est un problème pour vous, moral, éthique, c'est terrible. Ce soir, vous allez vous préoccuper de cette question, j'imagine. Mais nous, de temps en temps, être raisonnable. Non, je vais répondre. Donc, si vous voulez, mais pas de souci. Mais si vous pouviez répondre si je pouvais avoir la parole, vous avez eu le temps d'expliquer avec beaucoup d'humour. Alors, écoutez, probablement que la voiture a été garée là-bas. Si vous en avez en plus la photo, je ne vais certainement pas dire le contraire, mais pas pendant un temps durable, certainement pas. Alors, nous allons installer là-bas des potelets. J'ai rencontré moi-même à plusieurs reprises des habitants. Des potelets vont être installés sur la voirie dès que faire se peut. Je ne sais pas tout, vous allez chercher des chiffres sur les amendes qui auraient eu ou qui n'auraient pas eu. Voilà, je ne sais pas tout, vous allez les chercher. Et alors que j'aurais donné une instruction, alors ça c'est quand même un peu tirer Bobonne par les cheveux. Quand est-ce que j'aurais donné une instruction à la police pour dire de respecter plus la loi? Non. Allez, faites la preuve. Allez. Okay. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Dans l'ordre, M. Moussy, notre 2 bouchées de chocolat, et M. Al-Sandwich, alors voilà, c'est l'heure. Et ensuite, M. Frémal, M. Moussy. Donc, si je vous disais que j'avais honte, c'est pas parce que j'y allais, c'est parce que j'y vais trop souvent. De là ma honte. Mais sinon, effectivement,
Si vous devez prendre des hamburgers, allez chez la personne à la place Bossuet, ils sont excellents. Ceci étant dit, Monsieur le bourgmestre, les chiffres dont je vous parle, c'est une interpellation que j'ai faite en février 2017. Et je pourrais vous donner le document si on avait eu le compte rendu analytique, mais il n'est pas disponible. Et donc j'en profite, Monsieur le bourgmestre, pour vous rappeler que les comptes rendus analytiques doivent nous être envoyés de manière régulière. On ne les reçoit pas. Allez sur le site et vous verrez qu'ils ne sont pas disponibles. Vous pouvez aller sur le site. Il suffit de regarder, il n'y est pas. Et donc, les chiffres que je vous ai donnés, ce sont des chiffres que vous m'avez donnés, mais je peux comprendre que vous doutiez de ces chiffres. Moi-même, je doutais des chiffres. Et donc, Monsieur le bourgmestre, je vous avais interrompu, ne m'interrompez pas. Voilà. Et donc, Monsieur le bourgmestre, et donc, Monsieur le bourgmestre, lorsque je vous dis que, il n'y a pas eu suffisamment d'amendes, c'est le constat. Tous les jours, vous pouvez passer là-bas, vous voyez des dizaines de voitures qui sont garées. Si au bout d'un an, 365 jours, il n'y a que 4 amendes, on peut supposer que ce n'est pas une priorité. Je n'ai pas dit que vous aviez donné instruction de ne pas donner d'amende, j'ai dit que pour vous, ce n'était pas une priorité. Voilà. La deuxième chose, j'apprends qu'il y aura des poteaux. Moi, je le répète, ce n'est pas ce que nous préférons. C'est pas ce que nous préférons parce que les trottoirs sont assez étroits et nous aurions préféré qu'il y ait des mesures incitatives pour que les gens ne stationnent pas. Mais si vous mettez des poteaux, soit, en sachant que ça va réduire l'espace pour les piétons. Mais nous souhaiterions savoir quand. Parce qu'il y a un an, et si vous allez voir le compte rendu analytique, c'est ce que vous aviez dit à l'époque, que des poteaux seraient installés. Mais un an après, on ne voit rien venir. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un délai, si vous envisagez, est-ce que c'est dans quelques mois ou quelques années? Et je viens de vous envoyer la photo avec votre véhicule et vous pourrez constater qu'effectivement, elle était bien sur le côté. Tiens, le bourgmestre peut-il intervenir là-dessus? Comment? Oui, alors, mais monsieur Féral souhaitait intervenir. Je vais défendre la Vespa. Voilà, je voulais juste, dans l'entretemps, pendant que le micro vient chez vous, monsieur Frémal, Aldo Mancione disait à l'époque, tais-toi quand on parle. Allez-y, monsieur Frémal. Effectivement, la Vespa est une belle solution aux difficultés de déplacement dans notre cité. Et j'ai déjà invité monsieur Moussine à s'en acheter une verte. Il me proposait d'ailleurs que, puisque j'en ai une rouge, hein, mais alors, en fait, moi, je souhaitais intervenir parce que M. Moussine est en prompt à me rappeler le règlement d'ordre pour que je respecte moi-même la parole qui lui est donnée. Il ferait bien de respecter lui-même le même règlement et de ne pas interrompre effectivement l'un ou l'autre intervenant comme il le fait de manière régulière. Voilà, l'incident est clos. Monsieur Mourir, il y a quelques minutes déjà que Monsieur Moussine, à côté de vous, depuis quelques minutes, attend avec beaucoup d'impatience, j'imagine, Monsieur Mourir pour sa première intervention. Monsieur Mourir, je vous félicite. Allez-y pour votre question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, vous êtes intervenu à la RTBF il y a de cela 2 semaines en déclarant que nous devions tendre vers le zéro déchet à Saint-Josse. C'est une déclaration qui est assez ambitieuse et qui ne peut que nous réjouir pour le groupe Econogroupe. Et à cela, je voulais vous poser la question, comment vous voudriez atteindre cet objectif et concrètement, comment vous allez le faire au-delà du slogan. Est-ce que vous voudriez poser des actes? Merci, le bourgmestre va vous répondre. Voilà, effectivement, j'étais interrogé sur une chaîne publique où on me demandait quel est l'engagement que j'allais prendre et puis on m'a demandé d'autres objectifs. On va évidemment, avec notre échevin qui s'occupera du plan zéro déchet, de tendre vers zéro déchet, de définir un outil, un plan qui devra nous permettre progressivement de réduire les déchets.
Je pense que nous devrons continuer à montrer l'exemple au niveau communal, parce que la commune, avec tous ses bâtiments, avec ses écoles, avec, je dirais, ses crèches, on devra faire ce travail là-bas aussi, mais aussi avec les ménages. Je rappelle que la diversification de la collecte des déchets est en cours et nous nous sommes aussi engagés dans les déchets organiques. Saint-Josse fait partie des communes où il y a une collecte des déchets organiques. Donc, il faudra attendre la déclaration de politique générale et puis après la déclaration de politique générale, un plan ambitieux qui sera porté par le collège, mais tout particulièrement par notre échelle, Mohamed Jabour. Merci, Monsieur le bourgmestre, pour ces précisions. Là, je crois que l'ordre du jour pour la séance publique est en tout cas épuisé, et réciproquement peut-être. Je vais demander aux habitants et autres personnes présentes dans la salle de bien vouloir la quitter en vous remerciant d'avoir été des nôtres.